Allez, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents à cette commission fiscalité sur un sujet effectivement qui concerne aujourd'hui beaucoup de nos adhérents, qui est la fiscalité qui tourne autour du dirigeant, que ce soit sur la prévoyance, la partie santé qu'on oublie très souvent. Je vais faire un aparté de 10 secondes parce que c'est quelque chose que j'ignorais complètement. En discutant avec Marc Nexip d'Intermetra l'autre jour, vous savez on s'est beaucoup mobilisé au MEDEF pour la vaccination des salariés. Et j'ai dit, bah, effectivement, les gérants aujourd'hui non salariés ne relèvent pas d'Intermetra. Et donc, à ce titre-là, en fait, ne rentrent pas dans le circuit de la vaccination. Et Marc Lexip me disait que dans les statuts de Intermetra, il était prévu que sur cotisation volontaire, les gérants non salariés ou les indépendants pouvaient cotiser effectivement sur le même montant que les salariés, donc 93,65 € hors taxes de mémoire, de manière à bénéficier des services de la médecine du travail et donc en particulier de la vaccination. Voilà, je ferme la parenthèse sur le sujet. Je voudrais remercier Laurent Cortès de Pragma Conseil pour s'être mobilisé pour cette commission fiscalité autour de ces sujets qui sont souvent techniques et très ardus. Merci beaucoup Laurent. Et puis je vais vous souhaiter surtout une excellente commission fiscalité et j'espère qu'elle sera profitable à chacun d'entre vous. Excellente journée à vous tous et à vous toutes. Merci beaucoup. Merci. Merci Didier. Alors bonjour à tous, donc je suis Laurent Cortès, j'interviens aujourd'hui dans le cadre de la commission fiscalité pour essayer de vous apporter quelques éclaircissements sur l'impôt sur le revenu. Alors, ce qu'on va aborder aujourd'hui et ce qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, je vais vous le rappeler. Déjà dans un premier temps, je vais rapidement me présenter. Donc moi j'ai un cabinet qui s'appelle Pragma Conseil. J'ai deux casquettes. J'accompagne les dirigeants sur la protection sociale, l'optimisation de leurs revenus et également la protection sociale de leurs équipes. J'ai également un statut de courtier en assurance, spécialiste en assurance de la personne, et je suis membre du groupe Sofraco, premier réseau national d'experts en protection sociale. Vous avez mes coordonnées en bas et bien sûr, on vous les communiquera par la suite. Alors, avant déjà, bon, bienvenue à tous, je l'ai peut-être déjà dit, mais avant de démarrer cette animation, je vais vous demander de prendre vos téléphones et d'ouvrir un navigateur web et d'aller vous connecter sur la page kahoot.it, la page que vous allez avoir, que vous avez là. Et une fois que vous êtes connecté dessus, je vais vous demander de taper un code. Alors, le code est généré au moment de l'ouverture, donc je n'ai pas pu l'écrire à l'écran. Le code, c'est le 839 72 22. Alors, notez-vous-le peut-être sur un petit bout de papier, 839 72 22. Une fois que vous avez ouvert l'application, on vous demande le code PIN du jeu, c'est un questionnaire en ligne. Donc voilà, donc je vois que les joueurs commencent à se connecter, donc bienvenue à Thibaut. On a JMM aussi qui vient de nous rejoindre. Donc je vais vous laisser quelques secondes le temps de vous connecter, puis on va lancer le quiz. On a 7 personnes connectées, je pense que tout le monde est en train de se connecter, donc on va attendre encore quelques secondes. On est combien au présent à la présentation là, ce matin? En présentiel, je regarde une personne qui attend. 8 personnes en ligne. Okay. Et donc pour la personne qui vient d'arriver, donc connectez-vous sur le site kahoot.it avec votre téléphone, une appli web, et une fois que vous êtes dessus, vous tapez le code 839 72 22. Voilà. Donc on va lancer le quiz parce qu'on n'a qu'une heure et on a pas mal de choses à se dire. Donc je vais vous partager le quiz en ligne. Laissez-moi une seconde, le temps de retrouver. Alors, là, vous ne voyez pas le truc. Alors, attendez, je vais revenir en arrière. Comment je fais pour déplacer ça? Je l'ai déplacé là, mais... Alors, on va recommencer, ne vous inquiétez pas. Petit problème technique.
On va donc partager. Alors, excusez-moi, hein, je suis désolé. Donc, je vais vous redonner un nouveau code. Excusez-moi. Je vais vous redonner un nouveau code. Alors, donc le bon, maintenant, le nouveau, c'est 467 86 87. OK, donc là, vous allez voir. Un petit peu de temps pour le partage. Pourquoi ça marche pas? Désolé, on a un petit problème technique. Vous voyez quel écran en ligne? Tu as réussi le test. Alors ça, c'est sur le téléphone, mais pour les personnes qui sont connectées sur leur ordi, normalement afficher ce qui est là. Okay, bon. Ici, c'est là. Bon, c'est pas grave, si le quiz ne marche pas, on va passer à la présentation. Hein. On ne va pas perdre de temps, dommage. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, pourquoi ça me... Je vais pas me poser des questions depuis mon ordinateur. Si, je vais vous les poser depuis l'ordinateur, mais c'est un peu moins sympa parce que du coup, on a 20 secondes, on va perdre beaucoup de temps. Je réessaye, hein, normalement, ça doit s'afficher sur votre écran, mais là, pour ceux qui... Personne n'est connecté via son ordinateur, là, non? Bon, toutes nos excuses hein, pour cette... Oui. Ouais, la musique, alors, petite musique d'ascenseur. Ça me rappelle les vieux jeux vidéo, tu sais. Premier jeu sur Amstrad, là, tu sais. C'est quoi cette musique? Bon, écoutez, il y a un petit souci technique, donc on va pas faire le quiz en oral, tant pis. On va aller directement sur la présentation. Tant pis pour le quiz. Je vous enverrai, on trouvera un moyen de vous le faire passer. Alors, du coup, il faut donc repartager le bon écran. Un petit souci, voilà. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que tout a planté? Ouais, tout a planté. J'ai pas de chance, pas grave. On a Alexandre qui va nous trouver la solution. Alors, est-ce que ce qu'on voit nous, c'est ce que voient les participants? Peut-être faire arrêter le partage, carrément. Voilà. On a l'écran qui bug. En ligne, vous voyez quoi comme écran, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut activer son micro et nous renseigner pour les personnes en ligne? Pour l'instant, on ne voit que la fenêtre des participants. Mais tout à l'heure, il y avait un PDF. Ah, okay. Bon, on va résoudre le problème. Donc là c'est bon pour vous? En ligne? Là, on voit le fichier, le programme conseil Chaos. OK. Okay, bah non, c'est cet écran-là qui a un souci, okay. Mais en ligne, il voit donc, bien. Voilà. Là, vous êtes sur la slide. Ah, OK, c'est bon. Apparemment, ça marche. OK. Donc, vous voyez bien la page où il y a écrit Kahoot, là, maintenant? Oui. OK. Donc, bon, tant pis pour le quiz, on ne va pas le faire. Donc, le programme aujourd'hui, le temps passe vite. On a 1 heure, on dépassera peut-être un petit peu.
Le programme aujourd'hui, c'est vraiment l'impôt sur le revenu. Donc, reprendre les principes, les modalités, comment se calcule l'imposition sur le revenu en France. Donc, vous avez fait vos déclarations fiscales, vous avez reçu, vous le faites chaque année. De regarder donc le mode de calcul et puis étape par étape, réexpliquer les principes. Ce dont on ne va pas parler aujourd'hui, pour éviter les méprises, on ne va pas parler d'impôt société, on ne va pas parler de fiscalité indirecte, tout ce qui va être TVA, etc. ou autre. On ne va pas parler de contribution sociale, CSG, CRDS, on va en parler un petit peu, mais ce n'est pas ça le thème. On va vraiment s'axer sur l'imposition du revenu. Okay. Donc, le principe de calcul, rappelez le barème progressif, les revenus qui rentrent dans les revenus imposés, la flat tax sur les revenus de capitaux mobiliers, le principe du quotient familial, et puis ce qui intéresse souvent, c'est les déductions, les réductions et les crédits d'impôt. C'est OK. Alors, s'il y a la possibilité de poser des questions. Oui, si vous voulez poser des questions, donc n'hésitez pas, soit via le chat ou directement via votre micro. OK. Alors, un petit peu d'histoire, très rapidement. On va vous faire un cours d'histoire sur la fiscalité française, mais l'impôt sur le revenu, ça a été mis en place en 1914, avant-guerre. L'État avait besoin d'argent pour payer notamment, vous savez, tout ce qui était dû à l'Allemagne suite à la guerre de 70. Et ensuite, ça a été mis en place progressivement pendant la Première Guerre mondiale. Il faut savoir que depuis la Révolution française, l'imposition directe, donc l'imposition sur les personnes physiques, était faite via une imposition plutôt patrimoniale, ce qu'on appelait les quatre vieilles, ce qui s'est aujourd'hui transformé avec le temps en ce qu'on appelle aujourd'hui la taxe foncière, la taxe d'habitation, l'ancienne taxe professionnelle, je crois que c'est la CFE maintenant. Voilà. Puis il y avait une quatrième taxe, vous pourrez regarder si ça vous intéresse, qui était assez marrante, qu'on appelait la taxe sur les impôts et fenêtres. Pour ceux que ça intéresse, allez voir. On avait des idées intéressantes dans le passé. Donc l'idée d'un impôt progressif sur les revenus et progressif suivant les revenus des personnes, c'est quelque chose qui était arrivé un petit peu au moment des Lumières, qui a animé les débats politiques au XIXe siècle, parce qu'on était dans une idée quand même de mettre que l'État soit acteur, on va dire, d'une idée de progression sociale, de politique sociale. Puis après les grandes dates, la création entre 14 et 1917, la progressivité de l'impôt a été mise partiellement en place en 20. Ensuite, le quotient familial, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, politique familiale, création de la sécurité sociale. C'est devenu vraiment proportionnel sur l'intégralité des revenus à partir de 1960. Et puis la dernière date que j'ai mise, celle qu'on connaît, c'est le prélèvement à la source en 2019. C'est pas nouveau, le prélèvement à la source, ça avait été mis en place sous Vichy, ça avait été arrêté à la fin de la guerre, contrairement au tiers provisionnel qui a été conservé. Et puis quelques chiffres. Alors c'est intéressant de regarder quelle est la part de l'impôt sur le revenu sur les recettes fiscales de l'État. Alors ce sont les chiffres prévisionnels 2021 de la loi de finances. Donc on a plus de 387 milliards d'euros de recettes fiscales et l'impôt sur le revenu représente 24%. Donc c'est à peu près un quart des recettes fiscales en France, loin derrière la TVA, une position indirecte sur la consommation. Okay. Bien évidemment, ça ne prend pas en compte d'autres taxations, notamment les contributions sociales, CRG, CRDS, mais on parle de recettes fiscales. Deuxième chose importante, c'est que, évidemment, c'est un impôt qui est un peu impopulaire, notamment sur les classes aisées, puisque 10% des foyers qui disposent des plus hauts revenus participent à hauteur de 70% de la recette fiscale. Je vous laisse à vos interprétations. Alors, les principes, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, l'impôt sur le revenu, comme vous le savez tous, c'est une imposition qui est progressive. Donc, plus on va gagner d'argent, avoir de revenus imposables, plus on va être imposé. Ça fonctionne avec, vous voyez, il y a une courbe. Ça fonctionne notamment par le système qu'on appelle le barème progressif. Aujourd'hui, en 2021, on a 5 tranches. En fait, on va donc saucissonner votre revenu imposable en tranches et on va appliquer un taux d'imposition sur chaque tranche. Et bien évidemment, plus on va avoir d'impôts, plus on va avoir une part de son imposition qui va être imposée dans une tranche élevée. La tranche la plus élevée atteinte par un contribuable est ce qu'on appelle la tranche marginale d'imposition. Alors, c'est un terme qui est important, parce que c'est évidemment, on va dire, la part de revenu qui est le plus fortement imposée. On verra pourquoi c'est intéressant, notamment derrière avec les dispositifs de déduction du revenu imposable. Mais j'y reviendrai.
Vous avez un exemple à droite, un exemple simple pour un célibataire. Donc, il a une part fiscale. On commence à parler du quotient familial, on y reviendra après, mais une part fiscale, j'ai un revenu de 30 000 €, ben on saucissonne et on voit que l'impôt se fait sur 3 tranches. 0 € sur la première tranche, 1 718 sur la seconde, 1 286,70 sur la tranche 3. Donc, ça donne un montant d'impôt global. Okay. Donc, on voit que la tranche marginale d'imposition de ce contribuable, c'est la tranche 3, la tranche à 30%. Une fois qu'on a rappelé ce principe, c'est la page du quiz qui fait ça. Peut-être, ouais. On va l'enlever. Non, en fait, Laurent Ospalder, c'est ce qu'il a mis en musique de fond sur sa présentation. Alors, on a un souci de musique de fond. Bon, c'est pas très grave. Alors, j'ai axé ma présentation en fait en utilisant en fait, on va dérouler la façon dont se calcule l'impôt sur le revenu. On va revoir à chaque étape les différentes étapes. Donc, en fait, il y a 4 étapes pour calculer l'impôt. D'abord, on détermine l'assiette, donc le revenu brut global. Donc, on additionne ce qu'on appelle les revenus catégoriels qui rentrent qui sont imposables. Ensuite, on va déduire ce qu'on appelle les charges déductibles. Ça va nous donner un revenu net imposable. Je simplifie un petit peu. Une fois qu'on a fait ça, on calcule l'impôt brut. Donc, on applique le revenu dans le barème progressif avec notamment le principe du quotient familial sur lequel on va revenir. Et en dernier lieu, une fois qu'on a le montant d'impôt, on vient réduire l'impôt de réduction d'impôt et des crédits d'impôt. Et on a un montant final. C'est extrêmement simplifié. Il y a d'autres façons de calculer l'impôt sur le revenu, notamment pour des personnes qui seraient résidents fiscaux étrangers avec des revenus en France, etc. Bon, on n'en parle pas aujourd'hui. Si vous avez des questions, revenez vers moi. Hop, je passe la diapo suivante. Alors, la première étape, déterminer le revenu brut. Alors, comment ça se passe? On doit additionner des revenus qu'on appelle les revenus catégoriels. Donc, ce sont les différentes catégories de revenus qui vont composer l'assiette de l'imposition. Donc, on va avoir d'un côté les revenus du travail, donc évidemment les salaires, les pensions, qui sont considérées comme des revenus du travail suite à travail ou à perte de travail, etc. On va avoir toutes les catégories de bénéfices agricoles, industriels et commerciaux et non commerciaux, pour les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les professions libérales. On va avoir les produits de placement, qu'on appelle les revenus de capitaux mobiliers, avec la spécificité, c'est que ces revenus, on a une option d'imposition forfaitaire qu'on appelle le PFU ou la flat tax, on va y revenir après. Et puis on a les revenus fonciers, les revenus locatifs d'immeubles. J'ai volontairement simplifié. À noter sur les traitements salaires et pensions qui incluent notamment les rémunérations des gérants majoritaires de SARL, c'est important. On vient appliquer une première déduction pour frais professionnels qui peut se faire soit au réel, donc il faut avoir une comptabilité précise de ces frais déductibles, soit au forfait, c'est un forfait de 10%, et bien évidemment, il y a un plafond. Le plafond, il est de 12 652 € pour 2021. À retenir, la fameuse flat tax, dont on va parler un peu plus tard, elle ne bénéficie seulement qu'au placement financier. Laurent, les 12 652, c'est les 10% ou c'est les 100%? Parce que c'est 100% des 10%. Voilà. Si j'ai 300 000 € de revenus, je pourrais potentiellement mettre 10%, 30 000. Non, je ne peux pas, c'est plafonné à 12 652. Jusqu'à 126 000 € de revenus. Voilà. Au-delà, on a atteint le plafond. Okay, donc, une fois qu'on a additionné donc, tous ces revenus, ça nous donne donc un revenu brut. À ce moment-là, il est intéressant de revenir sur faire un petit zoom sur cette fameuse flat tax, ce prélèvement forfaitaire unique. Comment ça fonctionne? Alors, ça a été mis en place en 2018, présidence Macron. En fait, l'idée était de faire un impôt linéaire pour limiter la taxation des placements financiers. Ça a été fait aussi en parallèle, vous savez, avec la sortie des placements du patrimoine financier de la base
l'impôt sur la fortune, hein, qui est devenu l'impôt sur la fortune immobilière, hein, etc. Donc, c'est cette même idée. Cette fameuse flat tax, on a un taux à 30%. Ce taux, en fait, c'est l'addition de deux choses. C'est l'addition d'un taux forfaitaire d'imposition sur le revenu à 12,8 et du taux classique de prélèvements sociaux sur les revenus de capitaux mobiliers de 17,2. Donc la part d'hier dans la flat tax, c'est bien 12,8. Taux qu'il faut retenir dans notre présentation d'aujourd'hui. On peut utiliser ce taux pour tous les revenus de capitaux mobiliers. Alors on verra, il y a une liste. Hein. Okay. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir du moment où j'applique cette option, si on veut, je décide d'appliquer cet impôt forfaitaire, ça s'applique à l'intégralité de mes revenus de capitaux mobiliers, donc de placements financiers, okay, et que le montant, une fois calculé, il ne rentre pas, si vous voulez, dans le champ des déductions, notamment des réductions d'impôts et des crédits d'impôts. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai décidé que je peux payer un forfait de 12,8 sur mes revenus financiers, derrière, si j'ai une réduction d'impôt, elle ne s'applique pas. Bien évidemment, le choix, comme on a en plus le choix aussi d'intégrer ces revenus dans l'impôt progressif, c'est-à-dire de garder l'ancienne méthode, évidemment, il y a des arbitrages qui doivent se faire à certains moments pour certains contribuables. On peut changer d'une année à l'autre. On peut changer d'une année à l'autre. Par contre, c'est sur l'intégralité. On ne peut pas saucissonner. Je ne peux pas dire, ah tiens, les revenus de ce placement, je les fais en flat tax, et ces revenus-là, je les mets dans mon impôt progressif. C'est sur l'ensemble. Bon, rapidement, le PFU s'applique aux revenus des placements financiers suivants. Donc, on a notamment les dividendes, hein, pour les dirigeants parmi nous qui se rémunèrent sous forme de dividendes, hein, sur leur société. Et puis ceux qui ne rentrent pas dans le PFU, hein, donc les livrets d'épargne réglementée. Allez vite. Alors la question, c'est évidemment flat tax ou barème, parce qu'il faut savoir, et notamment cette question, elle se pose d'autant plus sur le dividende. Lorsque je récupère un dividende de mon entreprise, que je sois en SARL ou en SAS, alors le traitement social est différent, mais le traitement fiscal est le même. Je peux avoir le choix de me dire, est-ce qu'il vaut mieux que j'applique un barème, ou est-ce qu'il vaut mieux que j'applique, que je paye ma flat tax. Il faut savoir que le dividende, avant d'être, si on choisit le barème progressif, il y a un abattement de 40%. C'est-à-dire que, comme l'exemple que je vous donne, j'ai un dividende distribué de 100 000 €, j'applique la flat tax, on me prend 12 800 €, c'est clair. Je décide de rentrer ce dividende dans le barème progressif, donc je l'ajoute à mes revenus, et là, évidemment, je vais venir ajouter des revenus dans une tranche marginale, hein, vous vous souvenez tout à l'heure, cette idée de progressivité, mais après un abattement. Ce qui veut dire que lorsque je suis, on fait le calcul, lorsque je suis sur une TMI, la première tranche à 11%, voilà, ça nous fait une imposition à 6,6. Sur une tranche à 30, on est déjà à 18, et sur une tranche à 41, à 24,60. Donc ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, la flat tax, elle est intéressante à partir des tranches à 30%. Mais on ne peut pas s'arrêter là quand on dit ça, parce qu'évidemment, il faut regarder, pour regarder si c'est vraiment intéressant, il faut faire une analyse précise, parce qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte, notamment le fait, on a vu tout à l'heure, qu'à partir du moment où on appliquait la flat tax, on ne pouvait pas réduire cet impôt par le biais de leviers divers. Donc, c'est important de faire une étude personnalisée. Mais bon, en tout cas, on a les grands principes. Alors, la première étape, une fois qu'on a calculé notre revenu, on a cumulé les revenus de monsieur, les revenus de madame, éventuellement mon enfant à charge, les salaires, les BNC, les BIC, les revenus fonciers, on a tout cumulé, on a un revenu brut. On va venir, la deuxième étape, c'est de venir appliquer ce qu'on appelle les charges déductibles. Donc, ce sont des dépenses qui peuvent être déduites du revenu imposable. On en a quelques-unes, hein, les principales sont celles-ci, notamment tout ce qui va être les pensions alimentaires, les prestations compensatoires pour les personnes divorcées ou qui versent des pensions alimentaires à leurs enfants. Vous connaissez ça. On peut avoir les frais d'accueil d'une personne âgée à domicile, etc. D'autres charges diverses, je ne vais pas rentrer dans le détail.
Et deux plus importantes, parce que ce sont des dispositifs qui donnent des leviers d'optimisation. C'est ce qu'on appelle la déduction des déficits. Ça notamment, alors on ne va pas en parler aujourd'hui, mais notamment c'est ce qui permet de faire ce qu'on appelle les leviers liés au déficit foncier. Vous savez, on peut faire des investissements volontairement déficitaires pour créer du déficit foncier sur des biens pour venir compenser des revenus fonciers, notamment, qui peut être une façon de réduire l'impôt. Et puis, vous avez les cotisations d'épargne retraite supplémentaires qui ont été réformées récemment par la loi Pacte, qui sont celles, on va dire, souvent sur lesquelles on va dire c'est volontaire, entre guillemets, hein, une pension alimentaire, entre guillemets, on la manage pas, hein, on n'a pas la main dessus, hein, elle est fixée, alors que son épargne supplémentaire, on peut décider chaque année de faire ou de ne pas faire. Hein, donc, on a un levier. D'ailleurs, en parlant de rester sur l'épargne, juste un petit focus, ce n'est pas le but de la réunion, mais c'est important. Comment ça fonctionne? Donc, c'est un dispositif qui permet donc de faire de l'épargne, de placer de l'argent pour sa retraite sur des dispositifs par capitalisation. Les cotisations sont déduites du revenu imposable. Comme on l'a vu tout à l'heure, on va venir écréter les revenus dans une tranche marginale élevée. Donc, plus on est dans des tranches marginales élevées, plus l'avantage fiscal est important. C'est important à retenir. Il y a des enveloppes fiscales distinctes suivant qu'on soit dans le cadre général ou qu'on soit TNS, travailleurs non salariés, donc BNC, BIC et gérant majoritaire de SARL. L'optimisation entre les deux enveloppes est complexe, rappelez-vous-le, ça nécessite des études. C'est hors plafonnement des niches fiscales, donc si vous avez plafonné les autres avantages, l'épargne retraite peut se faire en plus, parce qu'elle vient en amont du calcul de l'impôt. Voilà. Et le levier fiscal, il est assez simple, c'est du décalage de rémunération, c'est-à-dire que je décide de prendre une partie de mon revenu de cette année, de le mettre sur de la retraite, donc je ne serai pas fiscalisé cette année, j'aurai une fiscalité au moment de ma retraite. Et comme en général, les revenus en retraite sont plus bas que les revenus en activité, par le système de l'impôt progressif, on a un levier fiscal. Voilà. Et ça, c'est pour et les revenus du placement, c'est la flat tax. Je retrouve mon curseur, voilà. Sur votre avis d'imposition, vous verrez à la fin de l'avis d'imposition, vous avez peut-être déjà vu ça, vous n'avez peut-être pas compris ce que c'était, les plafonds d'épargne retraite. Ce qu'il faut retenir, en tout cas sur l'enveloppe du cadre général, hors TNS, vous pouvez bénéficier d'une enveloppe par année qui correspond à 10% de votre revenu. Alors, évidemment, il y a des planchers, des plafonds, on ne va pas rentrer dans le détail, mais vous pouvez bénéficier également des plafonds non utilisés des 3 années antérieures. Vous pouvez cumuler les enveloppes de monsieur, du déclarant 1, de madame, monsieur, madame et madame, déclarant 1, déclarant 2. Les enfants, les mineurs ont également des enveloppes. Donc, ça ouvre quand même des possibilités pour le foyer fiscal. N'hésitez pas à revenir vers moi sur ces aspects-là, parce que ça fait partie de mes champs d'expertise. Une fois qu'on a eu notre revenu brut, on a donc déduit toutes ces charges déductibles, on nous donne un revenu net. Là, maintenant, on a bien déterminé notre assiette et on va pouvoir activer la moulinette du calcul de l'impôt progressif. Et c'est là qu'intervient on va dire l'étage, un des étages les plus intéressants de l'usine à gaz de l'impôt sur le revenu, c'est le principe du quotient familial. Le quotient familial, c'est un système qui vient venir en fait diminuer l'impôt pour les familles. C'est simple, c'est-à-dire que à partir du moment où on est un foyer fiscal, on va payer moins d'impôts à revenu égal, aussi pour un revenu égal pour un célibataire. Donc, je vais vous rappeler le principe. Le système, donc, il prend en compte la situation de famille, du foyer fiscal, et le nombre de personnes à la charge du contribuable. Donc, en fait, on a un certain nombre de parts fiscales qui sont attribuées, suivant les membres du foyer, ce qui va nous donner donc, ce qu'on appelle on va donc définir le nombre de parts fiscales du foyer. Pour faire simple, célibataire une part, marié 2 parts. Chaque enfant, les 2 premiers enfants apportent une demi-part, une part à partir du 3e. Donc une famille mariée avec 2 enfants, c'est 3 parts. Mariée avec 3 enfants, c'est 4 parts. Ensuite, comment on fait le calcul? On fera un petit exemple tout à l'heure rapidement, mais en fait, on vient prendre le revenu global du foyer, on le divise par le nombre de parts, on applique
le barème progressif. Et une fois qu'on a déterminé le montant de l'impôt, on remultiplie par le nombre de parts. Donc, on a compris évidemment qu'on va du coup bénéficier d'une tranche marginale qui sera plus basse, puisqu'en fait, on va avoir un calcul qui se fera sur un montant, une assiette bien inférieure. Alors, le mieux, c'est de faire un petit exemple. Alors, là, j'espère que je ne vais pas vous perdre, on va faire vite. Un exemple simple, je suis marié, j'ai 3 enfants, j'ai donc 4 parts fiscales, j'ai un revenu global pour la famille de 100 000 euros. Donc, mon quotient familial, 100 000 divisé par 4, 25 000 euros. J'applique le barème progressif sur 25 000 euros. Ça fait 6 563 euros. Pardon, ça fait 1 640,65 euros. Je remultiplie par le nombre de parts, j'ai un montant d'impôt à 6 563. Alors jusque-là, si c'était comme ça serait super, mais bien évidemment, il y a un plafonnement de l'avantage du quotient familial. Voilà, comme d'habitude, on donne des avantages, mais on les plafonne. Donc en fait, ensuite, on vient regarder, en fait, on vient faire le calcul, si je n'avais pas les enfants, quel serait l'impôt? Donc si je n'avais pas les enfants, si j'avais 2 parts fiscales, j'aurais un impôt à 18 011 euros. Donc on dit, effectivement, dans ce cas-là, l'avantage, mon gain par le calcul du quotient familial est de 11 448. Mais cet avantage est plafonné à 1 570 euros par part fiscale. Donc je multiplie, je regarde par demi-part supplémentaire, excusez-moi, par demi-part. Donc j'ai un avantage plafonné à 6 280 euros, 1 570 par 4. Donc en fait, ma réduction d'impôt, elle ne sera pas de 11 448, mais du plafond, 6 280. Donc je prends le montant calculé sans les parts supplémentaires et je diminue du montant plafonné. Et donc j'ai un impôt qui va être à 11 731 au lieu de 18 011. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Donc évidemment, une petite lapalissade à retenir. Le montant de l'impôt dépend beaucoup de la situation du foyer fiscal. Et bien évidemment, dire à un contribuable qu'un dispositif peut être intéressant pour lui, si on n'a pas analysé précisément les revenus du conjoint, le nombre d'enfants, les personnes à charge, etc., on ne dit rien. J'ai une question, si c'est possible. Je vous écoute. Ça concerne effectivement le quotient familial. Je prends un exemple, par exemple, c'est le cas concret qu'on retrouve un peu partout. Des parents qui sont un couple qui est séparé, qui est un enfant. Il n'y a pas eu encore de divorce, donc ils sont en entente pour les charges. Au niveau de la déclaration, je prends mon cas à moi. Donc mon ex-femme, elle met le quotient 1 pour elle sur sa déclaration d'impôt. Par contre, moi, je ne le mets pas. Est-ce que ça vous semble correct ou pas? Alors, aussi bien le divorce, on va dire, on met un terme au foyer fiscal, aussi bien on peut mettre un terme au foyer fiscal avant d'être divorcé, notamment si on déclare qu'on est séparé de corps. Donc, si vous avez créé des foyers fiscaux séparés, tout va dépendre du mode de garde de l'enfant. Si l'enfant est en garde chez madame, logiquement, c'est elle qui aura la part fiscale et vous allez payer une pension alimentaire qui sera déductible. Si l'enfant est en garde alternée, on partage les parts fiscales. Et ensuite, donc voilà comment ça fonctionne. Donc en fait, tout dépend du mode de garde en principe qui est mis en place pour l'enfant. Et j'ai envie de dire, tant que le divorce n'est pas prononcé, ça dépend en fait de ce que vous avez décidé un petit peu. Ah, mais tant que le divorce n'est pas proclamé, malheureusement, moi, sur ma déclaration d'impôt, je ne peux pas mettre grand-chose, parce que c'est elle qui garde l'enfant, prenons l'exemple. Si l'enfant est… Voilà, alors ce sont des situations qui sont temporaires, mais effectivement, ça dépend. En fait, l'enfant est rattaché au foyer fiscal dans lequel il vit, en fait, au foyer dans lequel il vit. Voilà. Par contre, si madame garde l'enfant et que vous lui payez une pension alimentaire, même si c'est avant le divorce, vous pouvez la déduire. D'accord, merci. Alors, on a donc fait la troisième étape. On a donc calculé le montant de l'impôt. On sait maintenant à quelle sauce on va être mangé. C'est maintenant qu'on va regarder les dispositifs qui vont permettre de réduire cet impôt. Donc, ces dispositifs, ce sont des dispositifs de réduction et de crédit d'impôt.
Alors, évidemment, on appliquera pour ceux qui sont soumis aussi la contribution sur les hauts revenus, hein, on y reviendra par la suite. Alors la différence, tout le monde le connaît, mais tout le monde le sait, mais la grande différence entre les dispositifs en réduction d'impôt et les dispositifs en crédit d'impôt. Un dispositif en réduction d'impôt, il vient diminuer votre impôt, okay, mais s'il y a du surplus, on ne vous le rembourse pas. Hein, c'est-à-dire que si j'ai 1 000 euros d'impôt à payer et que j'ai un dispositif à 1 200, ben, ça réduit mon impôt à 0. Et les 200 sont perdus. Alors qu'un dispositif en crédit d'impôt, il vient, s'il y a du surplus, ça vous est remboursé. Hein, c'est-à-dire que si j'ai un impôt à 1 000 et un crédit d'impôt à 1 200, on me rembourse 200 euros. Et si je n'ai pas d'impôt à payer parce que j'ai tout réduit, parce que soit je ne suis pas imposable, soit j'ai déjà des dispositifs de réduction, le crédit d'impôt, il m'est intégralement remboursé. Ça, je pense que c'est clair pour tout le monde. Alors, c'est intéressant, là, je fais une petite pause là-dessus parce que moi, je rencontre souvent des personnes qui me disent moi, fiscalement, je n'ai pas de levier parce que de toute façon, je ne paye pas d'impôt. Oui, c'est vrai, vous ne payez pas d'impôt, mais même on m'en rembourse. Ouais. Ah oui, on vous rembourse 500 euros d'impôt. Ah oui, donc j'ai plus de levier. Oui, mais on vous rembourse 500, mais vous avez peut-être 6 000 euros de crédit d'impôt. Parce que vous employez par exemple une personne à domicile, hein, donc vous avez 6 000 euros de crédit d'impôt, mais on vous rembourse que 500. C'est-à-dire que vous avez 5 500 euros d'impôt, on vient les diminuer de 6 000, on vous rembourse 500. Et potentiellement, si on venait diminuer cet impôt encore, on vous rembourserait plus. Donc il y a du levier. Donc des fois, le fait de ne pas payer d'impôt ou même d'avoir un remboursement, parce que ça ne veut pas dire qu'on a atteint toutes les limites d'optimisation, en tout cas de ce qu'on peut faire. Hein. Voilà, donc ça c'est pour la parenthèse. Alors, pas le temps aujourd'hui, clairement, et de rentrer dans le détail, hein, bien évidemment, de tous les dispositifs de réduction et de crédit d'impôt qui existent. Il y en a pléthore et ils sont tous spécifiques, ils ont tous des modes de calcul différents. On va dire que c'est tous des extensions de l'usine à gaz, hein, pour rester sur le thème. On va les rappeler quand même rapidement. Pour les réductions d'impôts, certaines sont liées à des dépenses, d'autres à des investissements. C'est important de le voir. Hein. Donc, celles liées à des dépenses, on va avoir les dépenses liées à la famille, donc les réductions données pour les enfants scolarisés, pour l'accueil à domicile des personnes âgées notamment, pour de l'épargne qui serait fait pour un enfant handicapé. On va avoir les investissements qui sont faits dans l'immobilier. Tous les dispositifs qu'on connaît bien à La Réunion, de Normandie, pas à La Réunion, mais Pinel, ici, dispositif Loi Duflot, dispositif Cellier, Malraux, les dispositifs liés à l'investissement dans les logements, dans les locations meublées non professionnelles. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans la liste, investissements forestiers, etc. Les investissements dans les DOM aussi, notamment dans les entreprises. On va avoir également les investissements sur des valeurs mobilières, hein, les souscriptions au capital de PME, les SOFICA, que certains connaissent, les sociétés d'exploitation cinématographique. Vous allez avoir les souscriptions aux parts de fonds communs de placement à l'innovation. Ce qui est nouveau, la souscription au capital des foncières solidaires, enfin, les fonds d'investissement de proximité, enfin, ce sont des dispositifs. Si vous souhaitez, on peut échanger là-dessus, mais il y en a pléthore. Ceux qui nous intéressent souvent, qui sont des leviers parce qu'ils sont, entre guillemets, peuvent être volontaires, c'est tout ce qui est lié à l'investissement, hein, souvent de toute façon, défiscalisation dit investissement. J'investis et l'État m'aide à investir par un avantage fiscal. Parce qu'il veut développer tel ou tel domaine, hein, donc, développer le logement dans les dom-toms, donc je mets un avantage fiscal. Évidemment, alors après, on peut avoir une grande discussion sur la superposition et le millefeuille d'avantages fiscaux et le fait que ça devient complètement illisible. C'est un autre sujet. Et en ce qui concerne les crédits d'impôt, c'est pareil, on va avoir des dispositifs liés à des dépenses et d'autres à de l'investissement. Alors, c'est quand même plus des dispositifs liés, les crédits d'impôt, à des dépenses. Même si on peut rentrer dedans, on va dire les investissements, effectivement, si j'améliore ma résidence principale en la rendant moins énergivore, on peut considérer que ça va augmenter sa valeur. Ça peut être considéré comme un investissement, mais c'est avant tout des dépenses. Donc, il y a évidemment tout ce qui va toucher aux frais de garde des jeunes enfants. Alors,
c'est intéressant de voir que les frais de garde des jeunes enfants donnent crédit d'impôt, par contre, les frais de scolarité donnent crédit d'impôt. Voilà. Bon, chacun fera son analyse. On va trouver notamment l'emploi d'un salarié à domicile, tout ce qui touche les services à la personne. Alors, la petite parenthèse, c'est qu'à La Réunion, on a un avantage, hein, c'est que les charges sociales sur les emplois à domicile, au-delà du crédit d'impôt, hein, ce qui rend quand même super intéressant le dispositif, ce sont les charges sociales les plus basses en France. Elles sont même plus basses que dans les autres DOM. Hein. On est à 2,58% de charges sociales. Donc vraiment, j'ai envie de dire, c'est dommage de se priver de déclarer ses employés à domicile. Alors, je ne fais pas de la politique, mais vu les taux de cotisation qu'on a et en plus les avantages fiscaux. Souvent, il faut en garder, mais c'est extrêmement intéressant. C'est un des avantages qu'on a à La Réunion. Voilà, bon, on ne va pas rentrer dans le détail des crédits d'impôt sur les travaux forestiers. Je pense que ça concerne peu d'entre nous. Concernant la réduction d'impôt, et vous avez mentionné la substitution au capital de qui veut dire que en réalité, la création de nouvelles sociétés, c'est déductible. Oui, tout à fait. Bon, il y a des règles précises, hein, mais effectivement, l'apport en capital d'une société, on a une déduction. Ça dépend le montant de l'apport en capital. Hein, et si on n'a pas fait, on a combien de temps pour le faire? On va dire, l'administration fiscale elle regarde jusqu'à 5 ans. J'ai fait des rappels jusqu'à 5 ans, donc un courrier et, argumenté. Et... En général, les impôts, par expérience, quand on argumente, quand on explique et quand on fait les choses bien, ils refont les calculs et ils remboursent. Hein. Ils sont pas OK pour ça. Donc, on a réduit notre impôt avec les différents dispositifs. Alors, je vous laisse regarder. Chacun est différent. Vraiment, il y a des Excusez-moi. Oui. J'avais une question sur les intérêts d'emprunt des résidences principales. C'est toujours d'actualité? Alors, j'avais cru que c'était abandonné depuis. Ça a été mis en place par Sarkozy et puis ensuite abandonné. Mais je l'ai vu justement sur l'avis d'imposition cette année, donc je me suis interrogée. Eh bien, écoutez, à ma connaissance, oui. Mais en général, je vous dis, je vais vérifier. Et je vais prenez mon email, envoyez-moi un petit message et je vous enverrai l'info. Ok, très bien, merci. Voilà. Je ne suis pas sûr à 100%, donc je vais aller vérifier. À partir du moment où vous me le demandez, c'est que vous commencez à me faire douter. Donc dans ce cas-là, je vérifie. Il faut savoir, donc, pour revenir sur ce qu'on appelle les niches fiscales, hein, donc réduction d'impôts et crédit d'impôt, il y a évidemment un plafonnement. Donc on peut cumuler ces dispositifs dans la limite de 10 000 € de réduction d'impôt. Ce plafond, il est augmenté à 18 000 € si à l'intérieur, on a notamment des investissements Sofica ou des investissements immobiliers outre-mer ou la loi Girardin, etc. Donc, notamment les investissements liés à l'outre-mer, hein, on y est à La Réunion, viennent augmenter le plafonnement des avantages. Donc, par exemple, les lois Pinel, non seulement elles sont plus défiscalisantes, par investissement égal, mais en plus, elles bénéficient d'un plafond supplémentaire. En outre-mer. Je ne sais pas quelle heure il est. Ok, donc on s'était dit 1 heure, donc on va y arriver, c'est bien. J'espère que je vous ai... Alors, le dernier point, c'est parce qu'il ne faut pas l'oublier, hein, c'est la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. C'est un exceptionnel, hein, je pense qu'il va durer, mais on verra. Comment ça fonctionne? Alors, c'est un surplus d'imposition, hein, mais qui n'est pas une vraie tranche. On a vu tout à l'heure que les tranches s'arrêtaient à 41%, qui vient, comme vous le voyez ici, qui vient s'appliquer sur la part de revenus au-delà de certains plafonds, et qui diffère suivant qu'on soit célibataire ou en couple. Donc, vous voyez, on n'est pas dans un système de tranches, ça vient se calculer, et c'est là où c'est un petit peu pernicieux, logique, ça vient se calculer sur le revenu fiscal de référence, et pas sur le revenu net qu'on a vu tout à l'heure. Le revenu fiscal de référence, pour vous donner une idée,
Si certains d'entre vous bénéficient notamment de zones franches, par exemple un médecin en zone franche qui va gagner 200 000 € et qui va avoir une réduction à l'IR de 50 000 €, il va payer son impôt sur 150. Par contre, c'est bien les 200 000 qui vont être pris en compte pour le calcul éventuel de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Voilà comment se fait le calcul. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, on arrive à notre montant d'impôt. Voilà. Donc, j'arrive à la fin de ma présentation. Et je vous remercie de votre attention. J'espère que j'ai été clair. Puis je vous écoute si vous avez des questions. En ligne, vous avez des questions en ligne? Arrêtez de partager l'écran. Voilà, le chat. Alors, pas de questions en ligne. En présentiel non plus. Non. Non. C'est un exposé très clair. Bon. Malheureusement, on peut... Alors, j'ai eu la réponse pour madame tout à l'heure. Effectivement, vous avez raison, les intérêts pour la résidence principale ne rentrent plus dans le cadre. Voilà. D'accord, merci. Pourtant, c'était bien sur la déclaration d'impôt cette année. J'ai vu la ligne. Moi, j'ai passé le week-end. J'ai passé mon week-end à aider mes clients parce qu'il y avait des bugs sur le logiciel de déclaration d'impôt, notamment sur l'épargne retraite, etc. Donc bon, on est en France, hein, on ne va pas se plaindre, hein, mais donc pas de questions, c'est bon, n'hésitez pas. Donc vous aurez la présentation, donc vous aurez mes coordonnées sur la présentation pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient avoir plus d'infos, qui souhaiteraient me contacter pour leurs besoins, n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je laisse la parole à... On va clôturer. Donc, comme l'a dit Laurent, je vous enverrai par mail donc, la présentation avec les coordonnées téléphoniques et mail de Laurent Cortès. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à toi, Laurent. Merci beaucoup. Donc, je clôture la visioconférence.